Il fait nuit noire et la pluie tombe avec fureur sur votre parapluie. C'est une pluie de printemps, forte et encore rafraîchie par les vents froids de l'hiver qui peinent à partir. Vous marchez dans la rue pour une petite escapade au magasin du coin malgré le mauvais temps. Ça ne serait pas si terrible si le vent ne s'était pas autant intensifié dans l'entretemps, mais vous tenez le coup. Bercé par le bruit de la pluie sur la toile de votre parapluie et par la promesse d'un encas nocturne plus que mérité. Vous n'aimez plus vraiment marcher seul la nuit dans les rues depuis ces mauvaises rencontres à répétition, mais la loi de l'estomac a été la plus forte cette fois-ci, et vous espérez échapper au pire en marchant loin de tout poteau électrique et en vous tenant dans les rues les plus éclairées. Le cœur pas vraiment au repos, vous avancez tout de même et parvenez jusqu'au magasin sans encombre, déposant votre parapluie à l'entrée avant d'aller faire votre petite course. Lorsque vous ressortez votre paquet sous le bras, vous tendez la main pour récupérer votre bien, mais un détail vous arrête. Cet immense parapluie jaune et noir, si grand qu'il vous arrive facilement à la tête alors qu'il repose gentiment dans son repose-parapluie. Vous vous demandez qui peut bien servir d'un si grand parapluie, mais oubliez vite l'idée. Inutile de s'attarder dehors par un temps pareil. Vous reprenez donc votre route, ouvrant votre parapluie d'un geste tout en pressant le pas. Entre les gouttes de pluie, vous ne l'entendez pas tout de suite, mais un étrange bruit vous accompagne tout au long du chemin du retour. Une sorte de bruit glauque, comme si quelque chose rebondissait derrière vous dans la nuit. Pris d'une terreur que vous commencez à bien connaître, vous préférez accélérer le pas pour semer cette potentielle personne. Serait-ce encore ce squelette géant qui vous a retrouvé ? Mais le bruit persiste, s'intensifie dans votre dos tant et si bien que vous avez l'impression qu'il est juste derrière vous. De panique, vous arrêtez aussi sec et sentez quelque chose vous rentrer dedans. Vous étouffez un cri de stupeur, n'osant pas faire un millimètre de plus. Votre parapluie et votre sac sont tombés au sol, la pluie ruisselle sur vous comme autant de traînées aussi glacées que votre sang. Rien ne bouge derrière vous, la présence qui vous suit et vous est rentrée dedans ne semble pas bouger non plus. Sous la pluie et le vent froid, vous trouvez enfin la force de vous retourner. Un parapluie géant vous fait face. Le parapluie dont la présence vous avait perturbé plus tôt se tient là devant vous, debout sur un ergot d'oiseau gigantesque. Vous pouvez voir que 2 bras humains sortent mystérieusement de sa toile. Et si vous savez qu'il vous fait face, c'est parce que vous voyez son œil de la taille d'une balle de baseball rivé sur vous. Le plus terrible est peut-être cette langue immense, dégoulinante de bave sous la pluie, qui se rapproche doucement de votre visage. Lorsqu'elle vient vous caresser la joue de haut en bas, vous ne pouvez pas retenir un cri de pure terreur qui vous échappe dans la nuit. Bonjour et bienvenue dans la librairie Yokai. Bonjour, bonsoir. C'est bonjour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est bonjour. Parce que nous allons parler du soleil. Ah oui. Avec l'accent du sud. Ah d'accord, c'est un épisode spécial. C'est un épisode... Vous allez voir que notre Yokai d'aujourd'hui peut avoir une relation assez lointaine avec le soleil. Mais on y reviendra. Une relation amour-haine, appelons ça comme ça. Voilà. Donc... une nouvelle fois, je réitère mes salutations. Bonjour à tout le monde, ou bonsoir à tout le monde, ou bonne nuit à tout le monde, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et venez, asseyez-vous, si vous avez une chaise. Parce que si vous êtes dans la rue, évitez de vous asseoir dans la rue, on ne sait jamais. Asseyez-vous et venez écouter l'histoire de notre yokai du soir. Et parce que si j'avais dit du jour, ça rimait pas. Alors l'histoire du yokai du soir, ça rime. Si tu dis bonsoir, oui. Ouais. Mais t'as toujours dit bonsoir, pourquoi tu dis bonjour aujourd'hui ? Je sais pas. Je remarque que souvent les auditeurs nous écoutent à des heures absolument indues en pleine nuit de toute façon. Donc bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, malgré le bonjour du début, nous sommes en compagnie de Amandine. Bonsoir Amandine. Bonsoir Mathieu. Et de moi-même. Bonsoir Mathieu. Voilà. Alors, notre invité du jour, enfin Mathieu. Oui, on traite enfin. de ta demande poussée depuis le début de ce projet. Depuis même avant le début de ce projet. Depuis même avant le début des premiers épisodes. On traite du petit parapluie yokai. Ah. Le Karakasa Kozo ou Kasa Obake comme toi tu l'appelles. Et moi j'ai surtout vu Karakasa Obake. Karakasa Obake, encore une autre variante de l'écriture.
Et donc, oui, je suis très content d'enfin voir ce petit yokai, ou grand en fonction des histoires, Oui. et de sa petite langue qui va léchouiller un peu tout ce qui tourne autour, tel un Je bébé, commence à comprendre qu'est-ce qui t'intéresse tel un chez ce nourrisson yokai. qui découvre le monde. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'aujourd'hui, on devrait présenter la boisson qui nous accompagne ce soir. Je pense que c'est un peu anecdotique, Alors non, c'est pas anecdotique du tout, parce que c'est même très important. très important. Tu nous as ramené du Nord, c'est ça? De Niigata, Ouais, c'est bizarre le Japon, le Nord est jamais vraiment le Nord. de la montagne. De la montagne, le Yuki Otoko Nihonshu. Et attention parce que c'est du Junmai, donc Du très bon. du très bon. Voilà. Hasard de la vie ou pas hasard du tout, je ne sais pas, mais au moment où je partais dans cette région-là et où on diffusait l'épisode consacré à la Yuki Onna, eh bien je tombais sur le Yuki Otoko en plein magasin, ma foi. Et vous le verrez, on l'a posté sur Twitter, mais il a quand même une sacrée bonne bouille. Hein. Il est mignon, hein. Il est mignon avec ses petits paquets sur le dos là. Et je l'avais carrément en étiquette sur mon snowboard quand j'étais au ski. Enfin, Ah ouais. c'est quelque chose d'assez important là-bas. On sent qu'il est serviable. Et oui, parce que je dois faire amende honorable de ce qu'on a raconté au podcast précédent. On postera peut-être une photo aussi de l'emballage. Mais sur l'emballage, vous avez une autre légende, donc du Yuki Otoko. Alors déjà, on avait commencé à dire que le Yuki Otoko, il n'y en avait pas trop au Japon. Bon, je revois mes sources. Et en fait, dans cette légende, il est beaucoup plus sympathique puisque si vous lui donnez à manger, donc du riz, apparemment il aime le riz, eh bien il va porter vos bagages et vous indiquer la route pour sans doute sortir de la montagne. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on le trouve qu'au Japon, parce qu'il aime le riz. Le Yuki Otoko ? Ouais. Peut-être. C'est une sous-catégorie du Yuki Otoko qu'on trouve que dans la montagne de Niigata, visiblement. C'est ça. Et les habitants en sont très fiers, et ça, c'est assez rigolo. C'est la petite mascotte, en fait, de la station où j'étais. D'accord. Bon, mais ça fait plaisir et il est bon. Hein. Donc ce soir, on vous parle d'un nouveau yokai, mais on déguste du Yuki Otoko. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Et justement, si jamais vous participez au Patreon à hauteur de 50 € par mois, on vous enverra une bouteille. Bientôt. Donc voilà, et puis on va aussi remercier un de nos auditeurs qui nous a très gentiment laissé un commentaire sur iTunes. J'ai reconnu en fait le pseudo de cette jeune fille puisque je l'avais déjà vu passer sur Twitter, donc c'est Seirei, S-E-2-I-R-E-I, et en fait elle dessine, elle fait un manga, elle scénarise aussi je crois, et ça a franchement des accents yokai. Donc je recommande aussi aux auditeurs qui aiment se plonger dans l'univers yokai, peut-être d'aller faire un tour sur son Twitter et de regarder ce qu'elle a à proposer. Moi je suis allé voir juste avant et c'est vrai que c'est très joli. Ouais. C'est un petit côté éthéré, bon elle parle Shinto, Mhm. manga, et du coup c'est pile dans la thématique yokai, n'est-ce pas? Bah, c'est parfait. Et d'ailleurs, vous-même, si vous êtes en manque de commenter, et pas de commentaires, c'est nous qui sommes en manque de commentaires, n'hésitez pas à venir nous mettre plein de commentaires, ça fait toujours plaisir. Quand on se lève le matin, on a la banane comme ça. Banane que le Yuki Otoko ne mangera pas, vu qu'il mange que du riz, donc c'est tant mieux pour nous. Et vous pouvez aussi laisser des petites étoiles sur iTunes et ailleurs, là où on peut laisser des étoiles. Mais oui, laisser plein de petites étoiles, ça fait toujours plaisir et ça fait monter le podcast en visibilité. Voilà. Donc plus de gens pourront écouter les histoires merveilleuses de nos petits yokai. Plus de gens dans la secte, C'est ça. plus d'argent pour les yokai. Voilà. Parce que n'oubliez pas, les yokai, c'est comme les dieux, plus on y croit, plus ils existent. Plus vous êtes gentil avec eux, plus ils seront gentils avec Aussi, vous. Par exactement. définition. Donc si vous voulez vivre un peu plus, vaut mieux leur plaire. Très bien. Et donc après ces petits remerciements, et on remercie également en fait tous les gens qui nous écoutent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous taguent sur Twitter, donc on les remercie tous, hein, on va pas faire une liste à chaque fois. Et donc évidemment merci à tous les gens qui participent régulièrement sur le Twitter, et qui nous taguent, qui nous donnent des conseils ou qui nous donnent des références, des recommandations. Ça fait toujours plaisir, on a vraiment l'impression qu'au bout de 3 épisodes, le podcast est quand même bien écouté et bien suivi. C'est vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Et si vous voulez continuer à immerger dans la culture yokai, on vous recommande de nous suivre, puisqu'on essaye de retweeter et de partager à chaque fois qu'on trouve des références, soit en rapport avec les prochains épisodes, des petits indices, soit juste en rapport avec des choses qu'on a déjà dites par le passé. Voilà, merci beaucoup. Sur ce, on va peut-être passer à la description de notre yokai. Enfin. Alors, est-ce que tu veux décrire toi-même ton yokai? Parce que du coup, c'est un peu ta bébête. Alors, pour le décrire physiquement, je sais pas pourquoi je commence cette phrase avec l'accent du Sud, mais bon... Ça revient de temps en temps. Ça revient, ça ressort. Pour l'écrire physiquement, c'est simple, c'est un parapluie, tout simplement. Un parapluie avec des bras, un œil, et oui, c'est un cyclope. Et, le plus important, une langue. Immense langue. Une immense langue. Je pense que la taille de la langue, il faut en parler, parce que c'est un petit peu le cœur. C'est le cœur, je sais pas, mais c'est la langue de l'histoire en tout cas. C'est la langue de l'histoire. Ouais. Celle qui vient vous lécher la joue comme ça en pleine nuit. Ah, il a un manque d'affection, le petit. Ah, tu crois que c'est ça le problème? Bah ouais. Ah. Alors ce qui est assez intéressant, un petit coup de dessous de la création de ce podcast, mais donc c'est Amandine qui prépare les émissions et moi je les lis avant, et pour le coup il se trouve que l'émission où c'est mon yokai préféré
J'ai rien lu, donc je vais découvrir avec vous le contenu de cet épisode. J'ai juste préparé mes références et puis... Moi, j'apprécie ton honnêteté de venir là, de dire j'ai rien foutu. Voilà. Et je suis le parasite sans langue pour le coup. C'est pour ça, je te laisse décrire ton yokai, au moins quelque chose que normalement tu maîtrises, ma foi. Ah oui, un parapluie. Alors attention, parce que si vous vivez au Japon, vous savez qu'il y a différents types de parapluies. Il y a des parapluies de 60 cm, de 70 cm. 120 120 Il y a 120 aussi. J'ai jamais vu 120. Ouais. Mais alors moi, je conseille le 70. Le 60 est trop petit et souvent le sac, si vous avez un sac à dos, est mouillé. Par contre, avec un 70, c'est parfait. Ça bloque bien tout. Et ne jetez pas vos parapluies dans la nature, s'il vous plaît. Ah oui, c'est du plastique. Il y a des gens qui le font. C'est du plastique. C'est pas très cool. Pas parce qu'on peut en acheter au combini pour 500 yens qu'il faut le jeter. Mais alors du coup, notre yokai, est-ce qu'il a été jeté, lui, dans la nature? C'est possible. Attends, revenons un peu sur son nom peut-être avant. Vas-y. Son nom le plus commun, en fait, dans les légendes, c'est le Karakasa Kozo. Et donc Karakasa, pour ceux qui parlent japonais, vous reconnaîtrez peut-être le kasa dedans, mais en fait, ça désigne les ombrelles. Donc de l'air et d'eau, donc quelque chose de très très vieux. Donc le rapport avec le soleil est là. Le rapport avec le soleil est là, oui. Tu as trouvé ton rapport avec le soleil, bravo. Donc Kozo qui peut vouloir dire plusieurs choses, mais a priori, vous avez une espèce de notion de jeune garçon. Donc soit un apprenti moine bouddhiste, soit juste un jeune garçon, par exemple ceux qui couraient pour faire des courses entre les magasins, par exemple. Donc sans doute une notion de jeunesse, en tout cas, à l'intérieur de ce parapluie. D'où la langue. Comme les quoi bébés. Comme les bébés. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, je saisis pas trop ta métaphore filée. J'ose espérer qu'à la fin de l'émission, je comprendrai. Tu disais, est-ce que par hasard, ce serait un parapluie qu'on aurait jeté dans la nature et qui deviendrait méchant? Alors c'est très bien, c'est parfait que tu évoques ça, puisqu'il y a une catégorie de yokai qui s'appelle les Tsukumogami, et qui sont en fait des objets qui ont vécu pendant 100 ans. Alors remettez ça en contexte, parce qu'aujourd'hui, on retrouve des objets très vieux, c'est normal, mais remettez ça en contexte à l'époque où les choses se gardaient beaucoup moins facilement. Alors, il y a un truc que t'as dit, il a dit pourquoi il devient méchant, mais moi je le vois pas comme étant un méchant yokai. Pour moi, il est gentil, il est juste farceur. Pourquoi il devient méchant ou gentil, après tout? Ouais. Eh bien, porteur des sentiments que son propriétaire lui a donné pendant toute sa vie, pendant ses 100 ans. Ses propriétaires, je suppose, du coup. En 100 ans, oui, il a dû... Voilà. Eh bien, il revient à la vie, mais il vient à la vie, tout simplement. Et il devient un yokai. Avec une langue. Ça dépend des objets, je suppose, mais en tout cas, ce parapluie... Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que certaines personnes disent que c'est un Tsukumogami, et d'autres personnes disent que c'est juste un yokai. D'accord. Et donc pour ce yokai, je me suis retrouvée face à une situation un peu originale, en fait, qui m'était pas arrivée depuis le début du podcast. C'est-à-dire qu'en français, on lui donne pas le même nom qu'on lui donne en japonais. C'est-à-dire que si je cherche en japonais, je dois chercher Karakasa Kozo d'ailleurs. Mais si je cherche en français, il fallait systématiquement que je retourne à l'appellation un petit peu plus répandue que j'avais trouvée avant, c'est-à-dire le Kasa Obake. Obake, qui veut dire monstre en japonais. Fantôme, monstre, c'est un peu la même frontière pas très claire yokai, quoi. C'est quelque chose de pas très sympa et de pas très vivant, visiblement. Pour le coup, encore une fois, il a une bonne mine. Il a une bonne gueule, ouais. Il a une bonne gueule, on l'aime bien. Hein. Et toi, d'ailleurs, t'avais une autre appellation, du coup, Karakasa Obake. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça. Donc c'est encore Karakasa Obake. Une autre appellation. Et dernière caractéristique de ce petit yokai très amusant, c'est qu'il saute derrière vous en faisant pion-pion. Parce que ça, pion. Ouais, c'est le... Alors ce serait bien que tu illustres le podcast. Tu veux que je saute Non, mais avec un onomatopée que tu trouveras. Du coup, celui-là, c'est pion-pion. Pion-pion. Alors je sais pas, imaginez, c'est peut-être pas très parlant quand on parle pas japonais, mais ouais, pion-pion, ça fait un petit peu genre boing-boing, hein. C'est ça, oui, c'est comme ça. Pion. En même temps, c'est pour qu'il sautille, il a sûrement un ressort quelque part. Et alors toi qui connais bien ce yokai, physiquement, à ton avis, jambe gauche ou jambe droite? C'est la jambe du milieu. C'est la jambe du milieu. Ça me paraît évident. C'est évident. Pour que ça soit souple, permettant de rebondir. J'étais surprise de voir qu'il y a des gens qui se posaient sérieusement la question sur Internet. Est-ce que c'est sa jambe droite ou est-ce que c'est sa jambe gauche? S'il est droitier et qu'il se casse pas la gueule, c'est sa jambe droite. Hein. Écoute, les gens ont été un petit peu plus précis que ça. Ils ont été rassemblés toutes les illustrations qu'ils pouvaient trouver du yokai pour définir qu'en grande partie, c'était la jambe droite. T'es content de le savoir? Position du pouce qu'ils arrivent à... Oui, avec la grosse douille. D'accord, ok. Et à ton avis, pour son œil, droit ou gauche? Ça doit être déjà plus difficile à voir, non? Écoute, un internaute a donné une solution pour le définir. Donc si jamais un jour vous tombez sur un Karakasa Kozo, attendez de voir de quelle main il serait sur l'œil. D'accord. Si c'est l'œil droit, il serait sur la main avec la main droite. Et si c'est le gauche, il serait sur avec la main gauche. D'accord, mais c'est très technique tout ça. C'est un yokai technique. Hein. C'est qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question et qui échangent longuement sur des forums à propos de ça, quoi. D'accord. Sur quel genre de forum? Ça, c'est les Chiebukuro, donc c'est les forums Yahoo, questions-réponses. D'accord. Sur les 2chan, des choses comme ça, ce genre de forum. On est sur 2chan, pas sur 8chan encore.
Non, ça va. non. Ok. On est sur un chan un petit peu plus calme, on va dire. Bah alors du coup, ce yokai, plusieurs questions me viennent à l'esprit comme ça. Je t'écoute. Déjà, dans quelles conditions il apparaît? Où c'est qu'on le trouve? Et dans quelle partie du Japon aussi on le trouve? Alors, celui-là, a priori, vous risquez pas vraiment de le croiser en pleine nuit. Il y a un espèce de consensus qui dit que c'est plus une légende urbaine, mais vraiment dans le sens d'un truc qui se raconte, que comme la Kuchisake Onna par exemple, où là les gens ont eu peur, ont posé des questions sur quand est-ce qu'elle apparaît, tout ça. Là, visiblement, on s'attend plus à faire rire papy après une cruche de saké le week-end, quoi. Je suis désolé, hein, mais pour avoir passé du temps avec des papis japonais, Ouais. c'est plus une bière et des edamame que, Ça dépend du que papy. du, que du Moi, le papy nihonshu. que je connais, il tourne au Nihonshu. C'est un papy du fin fond de l'Ibaraki que je comprends pas quand il parle, de toute façon, parce qu'il parle en Ibarakimen. C'est vrai, il boit des cruches de saké le week-end. Et donc, ce Karakasa, c'est une célébrité, oui, mais vraiment plus une célébrité imaginaire. Du coup, il apparaît quand exactement? Il apparaîtrait la nuit. Uniquement. La nuit uniquement. Et sa grande passion, c'est lécher la joue des gens par surprise. Mais il se passe rien, il n'y a pas du poison ou quoi que ce soit. quoi. Non, c'est juste un petit farceur. Voilà. Donc enfin, le yokai est sympa. Donc celui-là, vous pouvez vous laisser attraper. C'est toujours... Il y a peut-être même des gens qui aiment se faire lécher la joue. Hein. Bah ouais, puis ça lui fera sa nuit, quoi. Il sera content. Il sera content. 2 personnes contentes. Vous aurez vu un yokai, Voilà. il vous aura léché. C'est super. Il lèche que les joues. Hein. Moi, j'ai vu que ça. D'accord. Ah, attends, on en parlera plus tard, mais ça sera dans la partie Peggy 18 de ce podcast. D'accord. Donc à la fin, après 19h. Bah alors tu disais que c'est plus une légende urbaine qu'un réel yokai, hein. Mhm. Donc j'imagine qu'il a été créé assez récemment. Ses origines, elles datent de quand? Très très vieux. Je pense que c'est le plus vieux, comme la dernière émission, on remonte encore le temps, encore plus vieux que le yokai de l'émission précédente, puisque là on remonte à l'ère Muromachi, donc entre 1333 et 1573. D'accord. C'est encore avant Edo. Ouais. Mais contrairement aux légendes et aux yokai qu'on a abordés avant, en fait, il n'y a pas d'histoire écrite qui raconte son origine ou qu'est-ce qu'il fait ou machin. En fait, les premières traces qu'on a de lui, ce sont uniquement des illustrations. Et c'est en ça qu'il est un peu intéressant aussi. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a cette notion d'imaginaire complet et que c'est pas, une histoire qui fait peur avec potentiellement une apparition dans la nuit pour vous tuer ou je ne sais quoi. En même temps, une histoire sur un parapluie qui lèche des gens, t'as beau être le meilleur écrivain au monde, Ouais. pour rendre ça intéressant, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué, oui, effectivement. Alors, je pense qu'en plus, on prend un peu l'histoire à l'envers, puisque du coup, la première illustration qu'on retrouve de lui, donc, c'est l'ère Muromachi, donc 1300, donc dites-vous pré-Moyen-Âge au Japon. Hein, donc là, on est vraiment... Bah, jouer à Sekiro, voilà, je l'ai passé. je C'était l'ai le point placé. Sekiro de ce podcast. L'un des innombrables points Sekiro. Ça ne fait que commencer. Voilà. Et donc, dans quoi on voit cette illustration? Donc, c'est quelque chose qui s'appelle Yaki Agyo Emaki, donc traduit en français par les rouleaux enluminés de la procession nocturne des 100 démons. Ah oui, il est connu en plus, ce Ouais, truc. donc Ouais, la ouais. procession nocturne des 100 démons, on risque d'en parler, on en a déjà parlé, et on risque d'en parler plus d'une fois, c'est quelque chose qui fait assez canon en fait dans les yokai, et donc c'est une procession de 100 yokai différents. D'ailleurs, vous pouvez la voir en ligne, c'est dans le domaine commun, donc une petite recherche, on vous mettra le lien de toute façon, mais une petite recherche et vous le trouverez facilement. Et bien parmi tous ces yokai, vous avez un parapluie, une ombrelle. Déjà, il ressemble pas encore à la représentation qu'on en a actuellement, il a Mais- 2 ergots en tant que jambes. Et il a un œil. Il a un œil, et il est pas très humain cet œil hein, quand même. Enfin, Non. c'est assez plat avec juste un point. Ça fait très démoniaque justement. Et il est transpercé par un bâton visiblement. On dirait qu'il porte un sabre en fait. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu mais, samouraï, je trouve. c'est le Karakasa samouraï. C'est ça. Et donc du coup, vous avez juste cette illustration, pas d'explication, rien du tout. Et puis, vous avez d'autres objets en fait sur ce emaki. Mais cette ombrelle, ou parapluie, eh ben, c'est la seule chose qui a traversé le temps et qui est arrivée jusqu'ici. Donc même s'il n'avait pas d'histoire, a priori, ça a quand même bien accroché l'esprit des gens pour qu'au moins ils survivent. Ah, il est joli ce dessin. Je l'aime bien, hein. Donc ça, première origine, première évocation de ce yokai qui n'avait pas encore de nom a priori, puisque c'était juste cette procession nocturne des 100 démons. Donc c'est une sorte de pingouin qui s'est pris dans un rideau de douche. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu. Alors les pingouins au Japon à l'époque, Bah, Hokkaido peut-être. Hein. Uchronie. On sait pas. Hein. Bah, à l'époque c'était les Ainu plutôt en haut, je pense pas qu'il y avait... Bah, il mangeait peut-être des pingouins. Hein. Peut-être qu'ils mangeaient des pingouins, On c'est sait pas pas. faux. Et donc, revenons un petit peu plus près. D'accord. Époque Edo. Avançons, fast forward. Donc époque Edo qu'on évoque tout le temps, hein, parce que c'est très important dans l'établissement de la culture au Japon. Et donc là, alors c'est pas une illustration, c'est un suguroku. Qu'est-ce qu'un suguroku, Mathieu? Ben, c'est un type de plateau de jeu ancien au Japon, de type backgammon. Un suguroku, moi je savais pas non plus ce que c'était, donc c'est un plateau de jeu à l'époque. On vous mettra aussi une photo parce que c'est un peu particulier. C'est un peu comme une, je sais pas, il y a plein d'illustrations côte à côte, mais vous avez plein d'illustrations en fait de démons sur ce suguroku là en particulier. Et donc celui-là il s'appelle Mukashi Banashi Kaidan Yobutsu Suguroku. C'est long. C'est long.
j'ai pas trouvé de traduction officielle. J'ai décidé d'appeler ça le Sugoroku Yokai. D'accord. Ça résume assez bien. C'est plus court. Et du coup, parmi les illustrations, vous avez l'illustration la plus connue, celle qu'on voit le plus souvent quand on parle de manière antique du Karakasa Kozo. En fait, c'est un parapluie jaune et noir, avec cette fois-ci un œil unique, à mi-hauteur, une jambe, une seule, donc on en a perdu une en passant. Ça ressemble plutôt à un ergot aussi, c'est pas vraiment une jambe humaine. Cette fois-ci, vous avez les 2 bras humains sur le côté du Karakasa. Les bras sont apparus. Les bras sont apparus et ils sont humains alors que la jambe est un ergot, donc quelque chose qui ressemble assez plus à une patte de poule en fait. J'imagine qu'on jouait au Sugoroku avec des dés. Très bonne question. Donc il avait besoin de mains. Donc c'est pour ça Pour qu'ils rouler lui ont donné, les dés, et hop, donc ils lui ont tu donné crois des mains pour pouvoir jouer quoi. Ça doit être ça, je ne vois Je que pense, ça. hein. Et donc par contre il a un nom sur ce Sugoroku. Enfin en tout cas il y a une écriture qui est inscrite à côté de lui. Mhm. Et il s'appelle Sagizaka no Ippan Hashi, donc celui qui n'a qu'une jambe et qui vient de Sagizaka. Mais encore une fois on ne parle pas de Karakasa. Tu savais que Sekiro ça voulait dire le loup manchot. Donc Non, je ne savais il a pas. un bras en moins en fait. Je vais couper toutes tes interventions de Sekiro à la fin et j'en ferai une compilation. Ouais, mais c'est dans le thème. Là, on parle de 2 pieds. Moi, je te parle d'un bras en moins. Par contre, c'est encore un yokai qui a 1000 noms. Hein. Donc, Kasaobake, Karakasaobake, Kasabake, Karakasa Gozo. Donc, c'est la plus répandue. Et même si elle n'a pas de légende canon, ça, pour sûr, on le retrouve partout au Japon. C'est une mascotte. Ceux qui savent un peu, qui connaissent un peu la culture japonaise savent l'amour du Japon pour les mascottes. Et c'est vraiment ce qui m'a évoqué en faisant mes recherches. C'est-à-dire qu'on le voit partout, tout le temps. Il y a une région en particulier au Japon où on le voit plus? Non. Même pas. Si on peut parler de variante avec des très gros guillemets, en fait, c'est là où le nom, par exemple, ou l'apparence ou ce qu'il fait va changer un petit peu. Donc à Ehime, c'est dans Shikoku, donc c'est plus au sud, sur une des îles qui n'est pas la principale, qui est juste en dessous. Et là, si vous apercevez un yokai en forme de parapluie un jour de pluie, et bah, tout d'un coup, vous pouvez plus bouger les jambes. D'accord. C'est lui qui vous vole la jambe, en fait. Bah, même pas, elles disparaissent pas, mais c'est juste tu peux plus bouger les jambes. Ça me fait penser à une légende urbaine, hein. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais où si tu vas sous un parapluie partant de pluie avec une fille, tu tombes amoureux, enfin vous tombez amoureux et ça fait une Je histoire l'avais jamais d'amour. entendu celle-là. Je crois que c'est dans Ranma 1,5 qu'ils en parlent. Ah, mais ce serait pas encore une fois à un endroit précis du Japon? Bah c'est à Tokyo que ça se passe, mais par contre c'est un parapluie précis. Ah d'accord, d'accord, faut que tu ailles chercher le parapluie. Bah apparemment c'est la légende urbaine d'un endroit dans Ranma 1,5. Il est où? Ça peut intéresser les auditeurs. Donc malheureusement, on ne peut pas vous renseigner. À vous de rechercher ce parapluie. Une autre variante? Allons à Tottori. Tottori, si vous êtes un auditeur attentif, vous devez savoir. Bah c'est le lit de Totoro, non? Non, Tottori, c'est la ville, enfin c'est la préfecture où Shigeru Mizuki est né. Ah, ça n'a rien à voir avec Totoro. Non, ça n'a rien à voir avec Totoro. Mince. Donc à Tottori. Ouais. Et non pas dans la ville de Shigeru, cette fois-ci, à Mizoguchi. On dit que là-bas, il existe un fantôme parapluie qui apparaît de temps en temps. Lui aussi, il se tient sur une seule jambe et il est doté d'un œil unique au milieu de sa toile. Mais en fait, lui, il s'amuse à faire s'envoler les gens quand il y a du vent. Alors si c'est dans la rue, ça va, mais si c'est au bord d'une falaise, c'est un peu plus problématique, quoi. Il a l'air un petit peu plus farceur que la version, on va dire, canon du yokai. Bah lui, ça doit être le parapluie de Mary Poppins, quoi. Tu crois? Bah oui. Mais non, le parapluie de Mary Poppins, t'envoles avec lui. Ouais, bah lui. Là, visiblement, lui, c'est plus que... Bon, c'est un cousin éloigné, quoi. Un cousin éloigné de Mary Poppins ça, ouais. Au Japon. Et une dernière variante, là, on a carrément un changement de nom, il s'appelle le Hone Karakasa. Donc Hone, ça veut dire os. Et en fait, celui-là, c'est un Tsukumogami. Et il est né d'une ombrelle de papier qui a été arrachée. Donc sans doute que son propriétaire n'a pas été très sympa avec lui. Et du coup, vous pouvez voir, en fait, à travers la toile, la structure. D'où le nom de Hone Karakasa. Et en fait, lui, quand vous le voyez, c'est qu'il va faire moche. D'accord. Alors, il faut préciser que Hone, ça s'écrit H-O-N-E. Parce que moi, je viens d'imaginer un nouveau yokai, là, tout à coup. C'est le Hone, donc avec 2 N-E, Karakasa. Et en fait, c'est le parapluie qui vient et dit tes 4 vérités. Parce que, bon, comme on l'avait expliqué, il me semble, dans le dernier épisode, le Hone, c'est l'inverse du tatemae. Tatemae, c'est la façade, c'est-à-dire la politesse. Ouais. On va pas dire ce qu'on pense, alors que le Hone, on dit tout ce qu'on pense. Alors, c'est pas dans ce podcast-là que tu l'as évoqué. Je pense que c'est dans Mensetsu. Ok, il me semblait que c'était dans... non, repassons vite fait dessus. Mais effectivement, dans la culture japonaise, elle est le Hone tatemae. En gros, la personne que vous êtes en public et la personne que vous êtes réellement. Donc, le Hone Karakasa, c'est le Karakasa qui, si vous n'êtes pas son pote, il va vous dire vos 4 vérités. Peut-être qu'il est omniscient, peut-être qu'il connaît tous vos défauts. Et il va ça serait horrible. Et il vous hante en vous les citant un par un. Non seulement c'est un parapluie qui te parle, donc déjà l'expérience doit être un petit peu particulière. Ouais. Et si en plus il te balance tes 4 vérités comme ça, franchement. C'est dur, hein. dur. Donc voilà pour les variantes que j'ai pu retrouver sur les parapluies yokai, on va dire ça comme ça, à travers le Japon. Ça fait beaucoup de parapluies encore une fois. Hein. Et aussi la Hollande est le pays du vélo, le Japon est le pays du parapluie. Ouais, on peut vraiment. Je crois qu'on a au moins 10 parapluies chez nous. J'en ai 2 au bureau. Le problème, c'est que il pleut beaucoup. Ouais. C'est souvent soudain parce qu'on est un pays quand même au bord de la mer. Ouais. Et c'est pas cher d'en acheter de nouveau. Donc c'est vrai que quelquefois, quand vous oubliez le vôtre, vous avez tendance à. Moi, perso, c'est les invités qui l'oublient chez moi. C'est pour ça qu'il est en voie de disparition, le Karakasa, quoi. Tu crois qu'il est un peu vexé? C'est pas qu'il est vexé, mais c'est juste que comme les gens maintenant ils changent de parapluie comme de chemise, ils ont pas
le temps de s'imprégner de ça, leur énergie et de devenir des... Ils ont pas 100 ans, hein, les parapluies. Voilà, ils ont pas le temps d'avoir 100 ans, quoi. Mais une ombrelle qui a 100 ans, je sais pas, je viens d'y penser là, mais un Tsukumogami ombrelle, c'est chaud quand même, c'est du papier. Ouais, mais ça a été conservé. À l'époque, on faisait attention aux affaires. Du papier, quoi. Maintenant, on change d'iPhone tous les ans, quoi. C'est plus comme avant, quoi. Le Tsukumogami, c'est dépassé, Voilà. c'est plus à la mode. On n'aura jamais des Karakasa iPhone, quoi, ou je sais pas quoi, Ouais, parce canapé, qu'un iPhone, au bout de 2 ans, ça marche plus, alors 100 ans. Mais on fera on répertoriera les Tsukumogami de l'époque, parce que pour que quelque chose vive 100 ans, quand même, fallait en prendre vraiment soin. Après ces origines fabuleuses, de moins de 100 ans du coup, ou de plus de 100 ans, ou de plus de 500 ans, pour continuer dans la lancée, où est-ce qu'on retrouve de nos jours le Karakasa? Et quand je dis où est-ce qu'on le retrouve, c'est pas dans la nature, hein, parce qu'on l'aura compris, le soir, dans des ruelles. De tous les yokai qu'on a parlé, c'est peut-être celui que j'aurais plus voulu le croire, parce qu'il a l'air rigolo à sauter en faisant pion-pion avec sa langue quand même. Bah c'est marrant, ouais. Ouais, c'est plus marrant que la Kuchisake Onna ou la Yuki Onna. Hein. Alors pour le coup, on va le reciter encore une fois, hein, mais Nioh, hein, Nioh. Désolé, hein, Nioh. On est abonné à Nioh. En fait, on vend Nioh, on vous l'a pas dit, mais... On a un auditeur qui s'est mis à Nioh, j'ai l'impression à cause de nous. Je sais pas si c'est vraiment à cause de nous, mais il s'y est mis. Et donc, entre-temps, hein, vu qu'on les trouve au début du jeu, il a dû croiser des Karakasa. Alors, ils font byong-byong, ils sautent partout, sauf que ils lèchent pas, mais ils balancent des aiguilles dans la tronche. C'est François DJP. On attend ton retour, François, savoir si t'as croisé des Karakasa dans ta partie. Alors, ils sont pas trop méchants, mais comme ils sont jamais vraiment seuls, ça peut devenir très enquiquinant. Mais alors, quoi. ils s'appellent Karakasa dedans ou... Comme c'est ce qu'on appelle du trash mob, c'est-à-dire des monstres... des trucs que tu déglingues. C'est pas des boss, quoi. Ouais. Pas un boss. Non, je pense pas qu'il ait un nom, ou il a peut-être un nom dans le bestiaire, mais comme ça, je m'en souviens pas, en fait. Les localisations, je crois que j'ai fait le jeu en anglais, mais en japonais, j'ai pas fait en japonais. Donc, mais voilà, donc on le trouve dans Nioh, mais ça c'était évident, on le trouve aussi dans Yokai Watch. Il est très mignon dans Yokai Watch. Et d'ailleurs, il est très très mignon. Je vous encourage à aller le voir. Il est rouge. Je le dis parce que dans les autres représentations, il est pas rouge, il a tu un petit chapeau. Il a un petit chapeau, il est rouge et je crois qu'il est pas très méchant. Non, mais de toute façon, dans Yokai Watch, il n'y en a aucun qui sont méchants. J'ai retrouvé aussi la trace du Karakasa, peut-être pour ça qu'il me plaît tant aussi, dans des jeux de mon enfance. Ah, intéressant. Donc on peut le trouver dans Kirby, c'est un boss dans Kirby. Lequel? Il y en a beaucoup. Dreamland. Et donc, je te montre la photo. Les auditeurs pourront pas le voir, mais c'est un boss. Et, oui et il ressemble. Ah bah on le reconnaît. Il y a une langue, il y a un œil, il y a tout là. Le gros œil, langue et la jambe. On peut pas voir si c'est la gauche ou la droite, mais et une seule. Il est là. Et puis on peut le retrouver aussi dans Super Mario 2 sur Game Boy. Il s'appelle le Kasaobake. Donc il porte son nom. On le reconnaît aussi. Hein. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il est pas tout seul. Il y en a plein. Sachant que Super Mario 2 sur Game Boy, c'est un des meilleurs jeux Game Boy de plateforme de Mario. Il est vraiment exceptionnel. Donc. Je pense que ça parlera du monde. Et peut-être que vous aviez pas remarqué à l'époque, mais voilà, vous avez eu affaire à des yokai dans Super Mario. Moi, je me souviens parce que j'ai fait ce niveau, on était en Camargue avec mes parents et j'étais en train de me faire bouffer par les moustiques. Et donc, une partie mémorable. Un autre endroit où j'ai trouvé le Karakasa, alors j'ai trouvé ça très rigolo, c'est un studio de jeux vidéo au Texas, à Austin, qui s'appelle Karakasa Game. À voir le design, effectivement. Ouais. Leur charte graphique, c'est une langue, un œil, une langue et la langue qui bave. Mais est-ce qu'il y a des références parapluie ou à la toile ou... Alors, j'ai l'impression qu'ils ont fait un jeu en rapport avec lui. Quand je suis allé sur leur site, j'ai trouvé que 2 jeux, Thunderbeam et Frankenfood. Mais si on tape le nom dans Google et que tu vas dans les images, il y a des images de... Donc ça, c'est leur logo, visiblement. C'est leur logo, en fait. Donc oui, clairement, Karakasa Games, on est sur du yokai. Ben, on est sur le yokai en fait. Hein. Le yokai. Dans leur jeu, non, ils font pas référence au parapluie, c'est juste leur logo en fait. Après, pas d'activité depuis 2017, hein, donc... Ouais, ça... Mais il y a une photo avec un super t-shirt, donc si vous voulez un t-shirt de parapluie, vous pouvez... Si vous participez à hauteur de 25 € au Patreon, voilà. vous aurez un t-shirt. On peut aussi sponsoriser le t-shirt, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut aussi le retrouver dans un jeu mobile qui s'appelle Onmyoji. C'est un jeu où il y a des gachas, hein, comme tout jeu mobile à la japonaise. Qui se respecte. Gacha qui veut dire on tire au sort des personnages en paix et on a un personnage au hasard et c'est un des personnages qu'on peut attraper. Il s'appelle Umbrella dans le jeu, mais c'est un Karakasa quoi, ou un Kasaobake comme ils disent en anglais. L'imagerie rappelle. Ouais, tout à fait, ça rappelle. Le yokai. Après, il y a quelque chose de musical, plus vocaloïde. Il y a la chanson Here Comes Mr. Umbrella de Hatsune Miku dans Project Diva, qui est une chanson à propos de notre petit Karakasa. J'ai même vu une version de Karakasa tunée Hatsune Miku. Ah, ça peut être sympa aussi. Donc il est vert. Alors Hatsune Miku, donc idole vocaloïde, donc représentation holographique d'un personnage dont la voix est générée automatiquement. C'est pas une vraie chanteuse, il me semble. Donc il fait biang 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 comme ça. Bah elle chante des vrais trucs maintenant, mais je crois qu'à la base. Hatsune Miku, la voix d'Hatsune Miku, c'est. C'est généré par de l'intelligence artificielle, il me semble. C'est pas, enfin non, c'est ils ont réussi à reproduire il y a une dizaine d'années, voire plus peut-être même.
même, une voix synthétique en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça ressemble à une voix. Mais c'est pas une voix. Il y a rien qui vient d'une vraie voix à l'origine, quoi. Donc ils ont créé ce personnage Hatsune Miku pour incarner la voix en fait. C'est ça. Et c'est devenu une idole ici. Enfin, c'est une star. Elle fait des concerts. Elle et puis toute une ribambelle. Ouais, elle a des copines idoles, maintenant, ouais. Et copains aussi. Et des copains aussi, pardon. Et du coup, vous avez ce parapluie, donc avec 2 couettes comme elle, donc 2 couettes vertes, et puis le code couleur de Hatsune Miku, donc vert, noir, blanc. On vous mettra une photo évidemment, mais si vous la voyez, on reconnaît tout de suite. On parlait de jeux mobiles tout à l'heure, mais on le retrouve aussi dans Monster Strike, que bon, maintenant je pense que le jeu est assez connu. Hein, Non, je connais pas. Tu connais pas ? Non. Bah en fait, tu chopes des sortes, pareil, gacha, donc hasard pour récupérer tes personnages. Tu récupères des sortes de billes, on va dire, c'est des billes, hein, mais stylisées, c'est-à-dire que tu vois le personnage. Dans le jeu, tu joues un personnage, mettre le doigt sur le personnage, moi j'appelle une bille parce que ça réagit comme une bille, tu vas tirer le doigt à l'opposé, créer une tension, et quand tu vas lâcher le doigt, il va aller dans tous les sens dans l'écran, et il faut tuer les autres billes en fait. Avec ça. Ah, ok, d'accord. Donc, ben oui, il y a eu des arts qui ont été faits sur le Kalakasa aussi. Bon, j'imagine qu'on peut le retrouver dans plein de jeux gacha, hein, au final. Mais encore une fois, ouais, mascotte, quoi. Les gens l'adorent, il est trop mignon, il est rigolo, il est pas très méchant, donc c'est ça. Ça s'intègre vite dans un jeu vidéo, facile. Donc une autre représentation très connue, c'est celle dans Gegege no Kitaro. Forcément, on en parlera plus longuement à la fin de l'émission. Mais là, il est temps Mathieu, de rentrer dans la partie Peggy 18 de cette émission. Alors, oui, effectivement, on va rentrer dans du Peggy 18. Donc, si votre chien ou votre chat est à côté, et qu'il est sensible, mettez-leur des bouchons dans les oreilles. Voilà. Et on va enfin gagner notre petite étiquette, tu sais, la noire et blanche, explicite. Je me suis demandé pendant tellement de temps pourquoi ils mettaient explicite. Eh ben, c'est pour ce genre parce qu'ils parlent de façon claire. Je comprenais pas pourquoi. On va parler quoi. de façon très claire aujourd'hui. Voilà. Alors on va partir du côté des Monster Girls. Et alors avant de partir du côté des Monster Girls, je fais une petite dédicace à notre ami Concombre de LOL Japon, podcast LOL Japon, parce que c'est un peu sa passion, voire même plus que sa passion. J'ai écouté quelques épisodes et je comprenais pas trop de quoi il parlait, bah maintenant je sais. Voilà, les Monster Girls, c'est plus que sa passion, c'est son obsession, je pense. Je lui retweeterai cet épisode quand il sortira pour... je vais faire très attention à ce que je dis, puisque visiblement on va avoir les oreilles d'un pro qui vont nous écouter. Du côté des Monster Girls, qu'est-ce que c'est ? Alors une Monster Girl, en fait ça rejoint un peu ce que j'ai dit la dernière fois, un peu indirectement en parlant de Rosario Vampire. Hein. Ouais. C'est des Yokai Girls plus que des Monster Girls, mais une Monster Girl... visiblement les Yokai Girls, ça tomberait sous la catégorie des Monster Girls. Et on va peut-être arrêter de dire le terme Monster Girl et expliquer ce que c'est du coup. C'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer, oui. Donc c'est ce qu'on appelle un kink. Ouais. Vous ne connaissez pas ce mot avant J'ai découvert parce que c'est un peu pour ça qu'on rentre dans le Peggy 18, quoi. C'est que c'est pas un sujet que tu claques sur la table avec tes parents le dimanche midi. Non, c'est sûr. À part s'ils aiment les Monster Girls aussi. Faites ce que vous voulez dans vos familles. Ça me regarde pas. Mais du coup, un kink, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un goût sexuel particulier, une attirance vers un type relativement restreint de pratiques sexuelles, on va dire. Je dis restreint parce que c'est pour ça qu'on appelle un kink aussi, c'est que c'est pas communément acquis comme attirant sexuellement pour tout le monde. Pour donner un exemple, il y a des Monster Girls que j'aime bien, mais il y en a d'autres que je peux pas, et celle que je peux pas, c'est le Centaure. C'est la Monster Girl avec le corps de cheval, et il y a un manga qui a été fait, j'ai pas le nom du manga là, mais où c'est l'héroïne du départ, quoi. Enfin le héros commence avec cette Monster Girl. Forcément c'est des harems, donc après il y en a, voilà. Donc si on l'a pas précisé, mais je pense que c'était inutile, on parle là clairement de manga ou de jeux d'ordre sexuel, ou érotique au moins. Érotique au moins, oui, c'est pour ça qu'on parle de kink. Et donc les Monster Girls, donc c'est de l'anthropomorphisme ou de l'humanisation de monstres, ça dépend comment vous le voyez. Donc moi je pense à Lamia par exemple. Ouais. Les vampires aussi tombent sous cette catégorie, moi je savais pas. C'est pas vraiment un monstre. Moi je l'aurais pas mis dedans, mais visiblement la communauté, parce que j'étais voir du côté de la communauté, du coup la communauté considère qu'un vampire ça peut être une Monster Girl. Donc Lamia c'est la femme serpent, donc le haut du corps humain et le bas une espèce de queue de serpent, ça fait un peu penser au basilic, ce genre de choses. Et en général des attraits féminins développés. Toujours. Faut que ça reste attirant quand même. Non, il y a des gens qui aiment les petits seins, je suis désolée. Oui, mais bon, sur une Lamia, c'est difficile. Ouais, voilà. Donc du coup, je suis tombée sur une Kalakasa Onna Monster Girl. Pourquoi t'as pas mis de photo là ? T'as envie de voir une photo ? Ouais, genre. C'est dégueulasse. Alors c'est pas non plus complètement not safe for work. Donc déjà en faisant mes recherches, j'étais un peu surprise de découvrir qu'il y avait une espèce de liste officielle des Monster Girls. Moi je pensais que c'était juste un king comme un autre et que les gens fantasmaient là-dessus et voilà. Mais en fait non, il y a une vraie communauté avec des guidelines et tout ça. Là c'est plutôt une nana à poil sous un parapluie quoi. Excuse-moi, mais elle est dans l'encyclopédie des Monster Girls. D'accord. C'est une Monster Girl. Ok. Donc du coup pour vous la décrire vitaf, vous avez donc le haut du parapluie. Ouais, parce qu'il y a du lore derrière, tu vas voir. Donc il est un peu rouge encore une fois. Vous avez un dessin d'œil, je sais pas si cet œil est actif ou pas du coup. Et en dessous vous avez une jeune fille, pas beaucoup habillée, à poil en fait, je viens de m'en rendre compte. Ouais, à poil.
Elle a poil. Et il y a une langue immense. Alors je sais sincèrement pas d'où elle sort. Mais elle entoure la nana. Elle entoure la nana et elle est dégoulinante de bave. Alors après c'est de la bave un peu rose. Donc on n'est pas loin de la tentacule là quand même. Ouais, c'est un peu tentaculaire comme organe. Mais je pense qu'elle sort du haut du milieu du parapluie. Elle sort du parapluie en fait. Et donc pourquoi je dis que c'est une Monster Girl, c'est parce qu'il y a une espèce de lore quand même qui est associé à cette nana-là. Elle a, je cite ce que j'ai lu, un fort désir d'être utilisée par les personnes de sexe masculin. Elle pense d'ailleurs que chaque partie de leur corps, à elle, doivent être utilisées par ces personnes de sexe masculin. D'accord. Et elle peut attirer son maître auprès d'elle, en fait, en le saisissant avec sa langue, et en la rapprochant sous le parapluie, et ensuite elle ferme le parapluie, et comme ça, ils sont coupés du reste du monde. D'accord. Et ils peuvent faire des choses. Ce qu'ils veulent faire sous ce parapluie. D'accord. Alors je m'arrête là, c'est beaucoup plus long. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller lire. Oh, tu mettras le lien. Je mettrai le lien pour les curieux, évidemment. C'est très imagé, vous allez voir. Si vous appréciez les Monster Girls, vous serez, je pense, ravis. Donc du coup, voilà, c'est une des représentations que j'ai pu trouver. Et on en revient un peu à ce qu'on disait à l'épisode précédent, c'est-à-dire que quelquefois, la limite yokai érotisme est quand même... très fine. Sur les filles, d'ailleurs, j'ai jamais encore trouvé ça chez des yokai masculins. Mm-hmm. Moi, j'ai été surprise, en fait, parce qu'un parapluie, c'est pas ce que j'aurais pensé de sexuel. La Yuki-onna, je peux comprendre. Mais le parapluie, non. Bah, c'est pas non, mais moins. Déjà, j'aurais dit que c'est sexe masculin, personnellement. Ouais, mais là, il a juste été féminisé, il a été parce que c'était une Monster Girl. Mais... Et pendant mes recherches sur... Parce que t'as travaillé un petit peu quand même. Bah, quand même, toujours sur la partie pop culture. Je suis tombé sur le film de Grete Yokai War. The Great. On est dans un podcast bilingue, on vous rappelle. Greto Yokai Waru de Takashi Miike. Donc j'ai vu des images, j'ai pas vu le film, il faudra qu'on le regarde. Dessus, il est quand même pas mal fait. Quoi. La représentation du Kalakasa dans le film est très emblématique. On la voit quand même relativement souvent. Mais dans celle-là, il a 2 jambes. Bon, je pense que c'est pour les besoins de la production aussi. On voit bien que c'est un mec dedans. C'est clairement un humain dans un truc en carton-pâte, j'ai l'impression. Dans mes images, on voit même un slip, on voit la petite bosse de... Du slip, ouais. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est une représentation assez emblématique quand même, il faut en parler, je pense, du Kalakasa au Baquet. Et il a traversé aussi les frontières parce qu'on le retrouve dans le dessin animé Hellboy. Alors je ne savais pas qu'il y avait un dessin animé Hellboy, je l'ai appris en faisant l'émission. Donc, ouais. Mais du coup, il a une saison au moins qui est centrée un petit peu sur la mythologie japonaise et du coup, vous retrouvez le Kalakasa dedans. Bon, il faudra aller voir ça aussi. Tadam. Parce que Hellboy, c'est pas mal, il paraît. Moi, je les ai pas lus. Le dessin animé ? Ah, le dessin animé, c'est le dessin animé là, c'est pas le film. Les comics sont bien, donc... Donc je profite de la partie pop culture pour revenir sur Nioh et sur donc j'aimerais parler un peu de Sekiro. Il y a pas mal de gens qui m'ont parlé en MP sur Twitter. C'est vrai tu m'as pas dit ça. Alors quand je dis pas mal, c'est mon côté du sud, il doit en avoir 2, mais je dis pas mal quoi. Tu es devenu la référence Nioh Sekiro de Twitter. Ouais. Je me suis posé moi-même la question en fait, est-ce que Sekiro allait remplacer Nioh parce que un jeu difficile à la Dark Souls, donc on en a parlé au dernier épisode, mais bon c'est Nioh qui reprend la difficulté. Et là c'est From Software donc qui ont décidé de faire leur propre jeu dans un univers médiéval, fantasmé, japonais. Donc on peut se douter qu'il va y avoir plein de yokai. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pensait. Et en fait, non. Pour le moment, j'ai fait à peu près 45 heures de jeu. Ouais. J'avance lentement, parce que je profite énormément du jeu. Mais c'est surtout un jeu à thématique bouddhiste, shintoïste. Les deux, ouais. Je vais expliquer comment, mais surtout dans le caractère purement symbolique religieux, en fait. Forcément, il y a un peu de surnaturel, mais là où j'en suis dans le jeu, il n'y a pas eu de yokai tels qu'on les connaît. Il y a beaucoup d'esprits, de fantômes, de yurei, en fait, de personnages de champs de bataille ou de choses comme ça. Mais les yurei peuvent être considérés comme des yokai aussi. On l'avait dit la dernière fois, mais c'est pas des yokai nommés, c'est pas un kappa, ou c'est pas aussi emblématique que d'autres yokai par leur forme. C'est juste des yurei d'humains, comme on en trouverait par milliers en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu commence vraiment dans un environnement très bouddhiste. Plus on va avancer dans le jeu et plus on va rencontrer du surnaturel, plus on va sentir les influences shintoïstes et on va commencer à avoir des sanctuaires, des choses comme ça. Donc ça reste quand même intéressant pour le côté lore, tout ce qui est spirituel japonais. Mais pour ce qui est yokai, je pense que pour le moment, de ce que j'ai vu de Sekiro, Nioh reste un jeu où vous allez voir beaucoup plus de vrais yokai. Je crois même qu'il y a des kappas dans Nioh. À chaque fois que tu fais des références yokai dans un jeu vidéo, en général, dans Nioh, c'est assez marqué. D'ailleurs, j'y pense, dans Dark Souls, il n'y a pas de Kalakasa. Ah, je peux pas. Ça collait pas trop avec le style. Non, pas tellement. Mais voilà, donc pour le moment, pour les gens qui seraient intéressés par Sekiro pour le côté yokai, il n'y a pas des yokai à proprement parler. Par contre, l'atmosphère mystique, elle est bien là. Et ça peut valoir le coup d'explorer cet univers pour s'imprégner de ce qu'était du Japon mystique. Le Japon 1200-1300,
vraiment, je dirais, de cette période-là, s'imprégner de cette période-là avec tout le côté fantasmé, mystique derrière, qui est bien représenté. Le jeu fait peur des fois quand même. Mais est-ce que c'est une bonne porte d'entrée quand tu connais pas trop le lore justement du Japon un peu mystique et ésotérique? Je pense qu'il y a peu d'explications, mais en termes d'imagerie, en termes d'imagerie, c'est une bonne porte d'entrée ou d'ambiance. Ça a l'air sympa. Moi, quand je vois des images, ça me donne vraiment envie de jouer. Par exemple, pour sortir du côté yokai, mais pour aller vraiment plus vers le fantasme, tout le premier niveau, en fait, toute la première partie du jeu, on est dans des falaises. En haut de chaque falaise, il y a un château japonais tel qu'on les a dans l'imaginaire, tu vois. Ceux que vous pouvez pas visiter parce qu'ils ont été ouais, alors déglingués. architecturalement parlant, je sais pas comment ils font, mais en fait, t'es dans des montagnes avec des falaises reliées par des ponts et ces structures de pagodes, choses comme ça, partout, quoi. Tu vois, perte de vue, ça fait rêver, quoi. C'est Au magnifique. niveau couleur, c'est comment? Parce que les images que j'ai vues, c'est quand même relativement sombre, noir, brun. Le jeu est assez sombre. Le début du jeu est très orangé, en fait. Orangé sombre. Après, le rouge, c'est une couleur importante dans le shintoïsme. Ouais, pas vraiment de rouge. Par contre, en fait, ils refont les saisons. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'hiver et beaucoup d'automne. Ouais. Donc, des torii enneigés ou des temples sous les feuilles d'automne. Ceux qui ont pu tester le jeu au TGS, au Tokyo Game Show, ou même à la Japan Expo, avec des pincettes, je suis pas sûr. Mais je sais qu'à un moment donné, il pouvait être essayé en France. Le jeu se passait justement dans cet endroit avec les feuilles d'automne. Donc, vous avez pu voir le côté orange du jeu. Il reste assez magnifique. Et si vous voulez voir des screenshots du jeu, je vous encourage à suivre Mathieu qui en poste beaucoup en ce moment. Oh non, j'en ai posté que 2. Donc c'est un jeu que je conseillerais, ceci dit. Et, il est un peu difficile au début parce qu'il faut apprendre à maîtriser le système de jeu, mais une fois que le système de jeu est maîtrisé, les combats, c'est un grand pied, quoi. Contrairement aux Dark Souls et Bloodborne où on se bat contre les monstres basiques et on se bat contre les boss, dans Sekiro, il y a une composante infiltration et qu'on peut tuer les monstres en un coup discrètement. Tout ce qui est trash mob, tout ce qui est monstre, en fait, c'est facile. C'est plus ou moins facile, hein. Forcément, ça va. La difficulté monte un peu au fur et à mesure du jeu. Au fur et à mesure du jeu. Mais le jeu, en fait, pour moi, a été fait surtout pour ces combats 1 contre des mini-boss ou contre des boss. Et là, le système de combat demande à parer les coups. Donc, ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire quand on appuie sur un bouton qui fait une action, la réaction, ce que va nous faire ressentir l'action, au niveau du son, au niveau du toucher, avec la manette qui vibre, des choses comme ça, c'est très très bien fait. Donc, les duels de sabre, en fait, sont vachement péchus et ils ont réussi à reproduire ce qu'on peut ressentir en regardant un film de Kurosawa, quoi. Ça, c'est super cool. C'est vraiment, vraiment bien. C'est la première fois que je touche un game system aussi abouti, quoi. Alors, quand on n'est pas du tout coordonné des mains et qu'on est très nul au FPS, est-ce qu'on peut jouer? Alors, ça n'a rien à voir avec le FPS, hein. Je sais, mais c'est troisième tu personne. vois, il faut avoir une espèce de coordination pour les sticks et les choses comme ça. Moi, je suis assez nul à ça. Il n'y a pas tellement de problème sur ça, je pense. Il faut avoir le rythme. Ouais. En fait, le jeu demande 2 qualités, être bon en rythme, et pour savoir quel rythme jouer, être fin observateur. D'accord. C'est-à-dire qu'un boss, la première fois qu'on y va, il nous fait 2 coups, on meurt, quoi. Ok. Et donc on va apprendre ses patterns et on va savoir que vu que le but du jeu c'est de contrer au moment où il nous touche pour dévier sa lame et faire monter sa jauge de posture, qui quand elle est au maximum, même s'il a 100% de ses vies, quand la jauge de posture est au maximum, on peut le tuer à un coup. En fait, c'est un jeu de rythme, de réussir à dévier toutes ses attaques. Pour dévier ses attaques, il faut savoir comment il est fait. Tu pourrais être potentiellement assez nul et t'en sortir dans ce jeu-là si t'es bon en rythme et que tu sais vraiment... Puis le jeu est progressif et le trash mob est là pour t'apprendre les mécaniques. Donc tout est là pour t'apprendre, en fait. Le jeu, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, le jeu il est pas contre toi, il est là pour t'apprendre. Il te donne tous les outils, il faut juste apprendre à les utiliser. Attentif et machin. Voilà. Après, ça n'empêche que même maintenant où je commence à maîtriser un peu le système de jeu, hier j'ai passé 2h30 sur un boss, quoi. Donc il faut avoir de la patience aussi. On va finir par faire des podcasts vidéo de tests de jeux yokai. Non, mais voilà. De toute façon, les références, ce sera toujours Nioh et peut-être Sekiro à l'avenir si jamais. Et il va falloir qu'on étudie Yokai Watch à un moment quand même. Parce qu'il y a un serpent géant dans Sekiro. Ah, j'y pense. Donc ça pourrait être un yokai, ça. Ça pourrait être un sujet. Et Yokai Watch, ouais, mais je me vois pas les faire. Donc si toi tu les fais, pourquoi pas. Le truc, c'est qu'il y a yokai dans le titre, donc il y a un moment. Donc voilà, je voulais parler de Sekiro pour dire que si vous voulez jouer à Sekiro pour les yokai, passez votre chemin par contre. Mais si vous êtes intéressé par le lore mystique onirique japonais, a priori, c'est quand même une bonne porte d'entrée. Ouais. Parce que bon, le problème de l'univers yokai, c'est que c'est très vaste. Vous avez dû vous rendre compte, si vous avez écouté tous nos épisodes, on va aux extrêmes en fait, de beaucoup de choses. Peut-être que c'est une bonne porte d'entrée aussi pour un truc un petit peu jugulé, pour ne pas trop se perdre dans toutes ces références. Voilà, c'était pour l'encart Sekiro. L'encart Sekiro, il fallait que je le fasse. Tu te sens mieux? Je me sens soulagé? Bien. Ouais, je me sens mieux là. Eh bien, je pense qu'on peut passer à l'œuvre du jour. Oui, tout à fait. Associée au Kalakasa. Encore un ultime enfin pour ce podcast. On va parler de Gegege no Kitaro.
Parce que, bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup de références du Kalakasa. C'était un petit peu compliqué d'en trouver un qu'on pouvait présenter. Et puis surtout, je voulais un format un petit peu différent d'habitude, parce qu'on aurait pu retomber dans le film. Et donc je me suis dit, un animé. C'est pas mal, un animé, ça change. C'est bien, ça change. Ouais. Et coup de chance, c'est quelque chose qui est disponible. Alors au Japon seulement, sur Netflix. En France, c'est licencié par Crunchyroll et Wakanim. Ah voilà, c'est dispo aussi. Donc c'est dispo aussi, légalement. Donc vous pouvez les regarder. Et alors, de quoi on traite ? On traite en fait de la 6e version de l'animé Gegege no Kitaro. Parce qu'on parle de quelque chose d'assez sérieux au Japon. Gegege no Kitaro, c'est... Une institution. C'est une institution, c'est un monde, on vous en parlait. D'ailleurs, Mathieu habite dans la ville de Gegege no Kitaro. Je reçois toujours des lettres avec Gegege no Kitaro dessus. Est-ce qu'on pourrait mettre une photo juste du... Ah oui, peut-être sur l'extrait de naissance. Tu m'avais dit que c'est sur l'extrait de naissance. Bah, si on peut le trouver, on vous postera du coup la preuve que c'est la ville de Gegege no Kitaro. La série Gegege no Kitaro, en fait, dans le 23e épisode de cette saison qui en compte à peu près 50, une des stars, parce qu'il est pas tout seul, c'est le Kalakasa Obake. Pour vous resituer un peu Gegege no Kitaro, ou au moins en tout cas cette saison-là, puisque je pense que chacune ont leur petite spécificité quand même, nous sommes dans un Japon moderne, en fait un monde où les gens ne croient plus aux yokai. Et puisqu'ils n'y croient plus, il ne les voit plus. C'est encore un lore un petit peu différent. Et en fait, il y a un étrange phénomène qui va réveiller tout ça, puisqu'en plein cœur de Shibuya, donc du Scramble, je pense qu'on l'a tous vu en photo à un moment, donc ce carrefour immense où tout le monde traverse en même temps, vous avez, en parlant cru, un youtubeur qui fait le con, c'est-à-dire qu'il est sur la route alors que le feu est au rouge et que les voitures vont passer, pour faire des vues. Et tout d'un coup, en fait, il se transforme en arbre. Et il n'y a pas que lui qui va se transformer en arbre, il y a tous les gens qui sont autour et qui regardent et qui prennent des photos, qui se transforment aussi et qui en fait s'agrègent et font un arbre géant. En parallèle de ça, vous avez une jeune fille qui s'appelle Mana, qui en fait, sur demande de son petit frère, qui lui croit au yokai, va écrire une lettre qu'elle va poster dans tout simplement la boîte aux lettres yokai. D'accord. Qui se trouve visiblement quelque part dans Tokyo. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez Gegege no Kitaro, donc le héros de la série Gegege no Kitaro et l'éponyme, qui lui apparaît avec un petit œil flottant caché dans ses cheveux. Donc t'en parlais toi quand tu parlais de Gegege no Kitaro. Et en fait, ce petit œil, c'est son père. D'accord. Pareil là. Il ressemble pas trop, quoi. Voilà, il a un petit air pas trop, hein. Voilà, donc avec son petit œil dans ses cheveux, il vient à sa rencontre, et de manière très pratique pour nous, il lui explique à cette jeune fille qu'est-ce qu'il en est de ce monde des yokai, et de pourquoi elle ne le voit pas, etc., etc. Donc il lui explique que, ça c'est le premier épisode, hein, je replace un peu le monde, donc il lui explique qu'est-ce que c'est que cet arbre, pourquoi c'est arrivé, donc c'est un yokai en fait qui s'appelle Nobi Agali, et dont le pouvoir c'est de devenir très grand quand vous vous retournez. Donc c'est ce yokai-là qui est apparu, et au début de l'épisode, elle ne le voit pas, et puis au fur et à mesure, évidemment, elle finit par le voir. Ils résolvent cette affaire. Le youtubeur qui avait en fait profané un monument Shinto, c'est pour ça qu'il était visé par le yokai, finit par être délivré de son sortilège. Et puis du coup, ça vous pose les bases de Gegege no Kitaro qui en fait se bat contre, gros guillemets, les yokai. Souvent en fait, ça consiste à les ramener à la raison. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que les humains et les yokai vivent en harmonie. C'est beau. D'ailleurs, Harmonie est l'un des 2 kanji de la nouvelle ère. Oui. Qui a été annoncé aujourd'hui. En mode YouTube, un épisode très spécial aujourd'hui, c'est le premier. Alors, si c'est en mode YouTube, alors il faut commencer comme ça. Bonjour les petits amis. Alors aujourd'hui, c'est un épisode tout à fait spécial et inédit. Et alors pour se battre contre les yokai, ça s'invente pas. Gegege no Kitaro, il a des getas télécommandés, donc il les balance. Oui, parce qu'il marche sur des getas. C'est comme ça qu'on l'entend arriver. Du coup, colonne. Ok. Donc il balance ses getas, elles sont télécommandées. Il a ses aiguilles cheveux, c'est-à-dire que ses cheveux se dressent sur sa tête, deviennent des aiguilles pour attaquer les yokai. Et enfin, son doigt pistolet, j'ai pas trouvé de meilleure traduction. D'accord. Il fait une forme de pistolet avec son doigt et piou piou. D'accord, c'est une sorte de Kamehameha. Ouais, un peu. Au niveau du doigt. Mais du coup, c'est une série un peu marrante parce que d'un côté, elle est un peu... Enfin, vous avez entendu l'histoire que je viens de vous raconter, c'est un peu enfantin quand même. Mais d'un autre côté, ce qui se passe dedans, c'est... Adulte, mature. J'irai pas jusqu'à adulte, mais c'est pas... En tout cas, c'est pas aussi enfantin que vous pourriez le deviner. Mais bon, finalement, Gegege no Kitaro, c'est un peu devenu une star, pas vraiment des jeunes, mais plutôt, j'ai l'impression, des personnes de notre génération, 20-30 ans et un petit peu plus. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment en destination des tout-petits. Ouais. Donc voilà, ce James Bond des yokai, un peu, Gegege no Kitaro. Bah, je le regarderai vu qu'il est sur Netflix. C'est vraiment sympa. Ouais. J'ai vu passer les épisodes beaucoup plus vite que je l'aurais pensé. C'est la saison 6, tu dis ? C'est la 6e, pas saison du coup, c'est version de Gegege no Kitaro. Et pour en revenir au Kalakasa Gozo, 22 épisodes plus tard donc, c'est présenté sous forme de retour en fait sur une histoire passée. Donc c'est un épisode qui nous narre l'histoire d'un couple qui sous-loue ses appartements. Et en fait, il s'avère que dans ces appartements, il y avait des yokai. 3 yokai. Donc vous aviez évidemment le Kalakasa Obake. Vous aviez la femme au long cou, le Lokurokubi. Donc c'est une femme un peu yurei dont le cou s'étend en fait. Et le fameux lécheur de baignoire. Ah. Tu connais le lécheur de baignoire ? On en avait parlé, il me semble. Je crois qu'on en a parlé. Donc Akaname, donc un yokai très connu parce que lui aussi avec un fort potentiel de drôlitude visiblement. Donc c'est un yokai qui lèche votre baignoire quand vous ne la lavez pas. Bah, c'est bien, ça la nettoie comme ça. C'est pas un vieux ? Non, bah en tout cas dans la série, il est un peu sous forme de kappa. D'accord. Un espèce de truc un petit peu tortuide, grenouillide, un peu vert, un peu sirène mais dans le sens nordique du terme, pas dans le sens... Donc on suit l'histoire de cette famille, de ses 2 parents et de leurs 3 yokai, avec évidemment une morale toute mignonne à la fin. Les yokai habitent en harmonie avec les humains.
bien. Et la version du Kalakasa dans cet épisode, elle a une façon de se battre en fait, puisqu'au début, donc Gegege no Kitaro se bat contre les yokai, que j'ai trouvé assez marrante. Donc du coup, vous avez ce parapluie qui s'ouvre et il tourne. Et en fait, en tournant, il devient une espèce de scie sauteuse. Je me demande s'ils font pas ça aussi dans Nioh. Bah, ça me paraît la seule façon de se battre pour un. Bah non, il lance des aiguilles. Dans Qui Nioh. viennent quoi dessous Dans Nioh. Il tourne Ouais. et pfff, il balance plein d'aiguilles en tournant. Ah, Mais je me demande si le fait de tourner aussi, il peut pas. ça fait pas un mode. Il tourne tellement vite que. Et donc, bon, Gegege no Kitaro, encore un truc un peu bon enfant quand même. Les yokai, ils sont pas vraiment méchants. C'est juste que voilà, ils se comprennent pas avec les humains. Ils sont un peu vexés parce qu'on leur parle plus, ce genre de choses. Donc, c'est un épisode assez mignon. Franchement, ça se regarde bien. D'accord. Bon, bah, je pense que tu m'as vendu la chose. Tu vas regarder ? Je vais regarder. Ah, et au début, en fait, on sait pas trop si les yokai sont gentils ou méchants de l'épisode. Donc, vous avez cette auberge, en fait, en quelque sorte, qui est habitée par les yokai. Et en fait, comment les gens découvrent qu'il y a un Kalakasa ? C'est le monsieur, il monte les escaliers, Kalakasa Kozo, le suit. Et quand il monte, comme il est sur une guetta, ça fait... Tu vois ? Ah oui, d'accord. Ça fait genre le tac-tac des guettas. Bruit des guettas. Et du coup, ça m'a fait penser à une autre légende urbaine qui est Teke Teke. Ah oui, alors celle-là, pas maintenant, parce que j'ai envie de pouvoir dormir ce soir. D'accord. Mais je la connais. Qui a été évoqué, je crois, dans le Bureau des Mystères, il me semble. Aussi, oui, il a été dans le Bureau des Mystères. Bah, en gros, c'est un yokai qui vous coupe les jambes. Ah oui, t'as fait vraiment en gros. Mais du coup, pourquoi ça fait ce bruit-là ? Ben, elle tient un couteau dans la main. Elle est cul-de-jatte et en fait, j'en ai trop dit, c'est ça ? Ouais, ça fait peur. J'ai peur maintenant. Mais du coup, elle monte les escaliers en tapant. C'est moi qui dois rentrer chez moi aujourd'hui. Hein. Ouais, mais à chaque fois que le chat va dans la chambre la nuit, j'ai toujours une petite pensée pour ce yokai. Donc voilà, vous avez au début de l'épisode, bah, comme dans beaucoup de trucs un peu gentils sur les yokai, ça commence en mode ils sont méchants, machin. Puis à la fin de l'épisode, ils sont pas si méchants que ça. En fait. Voilà, tout le monde est gentil. Donc voilà, pour cet épisode de Gegege no Kitaro, qui nous parle du Kalakasa Obake. Eh bien, merci beaucoup, Amandine. De rien, Mathieu. Et il me semble que c'est la fin de l'épisode. On arrive à la fin. Bon, on va peut-être se dire au revoir alors. Ouais, du coup. mais c'est toujours trop court ces épisodes. C'est toujours trop court, hein, mais j'ai l'impression que les yokai les plus marrants seront les épisodes les plus courts aussi. Puis comme à chaque fois, on commence en se disant « Oh, il n'y a pas grand-chose à dire ». Et puis, bon là, on a eu du mal à démarrer aujourd'hui. Mais... déjà. Donc ouais, encore un yokai qu'on pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mais moralité. On a eu des choses à dire. Ouais, et on a même dû couper court, parce que je pense qu'il y avait encore beaucoup à dire sur ce yokai. Mais si vous voulez qu'on refasse un épisode sur le Kalakasa, alors Mathieu est chaud. De toute façon, on fera, comme tous les podcasts aiment faire, pour l'épisode anniversaire, un espèce de gros podcast live où on invitera tous les yokai à une soirée. Et puis, dans le temple, pas loin de chez toi, là. On fera peut-être venir quelques personnes de nos auditeurs pour poser les questions in live. Si on a le matériel et les capacités techniques de le faire, on fera un live YouTube, sur Twitch. Tout ça. Voilà. Donc vous pourrez voir les yokai et vous pourrez leur poser des questions en direct. Commencez à les préparer, hein, parce que c'est les gens un peu susceptibles. Moi, je vous conseillerais de ne pas pondre une question comme ça au dernier moment. Oui, vaut mieux faire attention voilà. quand même. Hein, renseignez-vous, écoutez le podcast pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire, et posez les bonnes questions. Je sais pas parce que vous posez des questions de l'autre côté de la planète par Twitch qui vous retrouveront pas. Hein. Parce que si vous écrivez un message sur Twitch, le message arrive au Japon. Donc vous êtes théoriquement sur le territoire japonais. Attention. Et là, même en France ou ailleurs, faut faire attention. On fera signer une charte à tout le monde pour... que ça se fasse dans la bonne humeur, bon enfant. Et puis que s'il y a un accident, nous on sera déchargés. On sera complètement déchargés. Pas responsable de vos conneries, les gars. Voilà, bon, c'est la fin de l'épisode. Oui. Alors, Amandine, je te souhaite une bonne soirée et un bon retour à pied dans la forêt juste à côté, super éclairée. Sympa. Bon, il y a les cerisiers. Je souhaite que ton chat te saute dessus cette nuit. Et vous, très chers auditeurs, je vous souhaite une bonne nuit. Puis si vous entendez des petits bruits secs de parquet, faites attention quand même. On sait jamais, c'est peut-être pas un chat. C'est peut-être un parapluie. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit.楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる
満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる話し添える引き止めず背を押すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆